souviens-tu de nos rires d'enfants? On était bien, on était plein de vie. Te souviens-tu de nos jeux d'autrefois? Nous étions amoureux de la vie, chacun de son côté, chacun de son côté. Voyage, voyage, viens avec moi jusqu'au bout de la vie. Te souviens-tu de nos rêves d'enfants? On était fous, on rêvait d'aventure. Te souviens-tu sur les bancs de l'école? On rêvait de continents et de villes. On rêvait de voyage. On rêvait de voyage. J'ai voyagé sur tous les continents, à Mexico, à Moscou, à Paris. J'ai même fait l'extrême-orient, Bruxelles, Rome, Washington DC. Citoyen de la terre, citoyen de la terre. Voyage, voyage, viens avec moi jusqu'au bout de la vie. Bonsoir ou bonjour, selon là où vous êtes. Ce soir, je suis avec les hommes importants qui jouent un rôle très important dans notre société. Je suis très chanceuse d'être accompagnée avec les hommes très importants. Et puis, on va discuter de certains points vraiment qui sont très, très importants aussi pour notre pays. J'aimerais commencer par vous remercier, chers auditeurs, chères auditrices, pour votre temps. C'est vraiment, ça nous donne beaucoup de force. C'est vraiment très important de nous suivre, de nous donner vos commentaires et ça va beaucoup nous aider. Et ce soir, alors, nous avons un sujet très important qui va nous aider aussi à voir là où nous allons, là où nous sommes. Ça fait 27 ans, 27 ans déjà de commémoration, 31 ans de guerre au Rwanda, dans notre pays, le pays des mille collines, le pays que nous aimons beaucoup, mais est-ce que c'est le pays vraiment de mille collines ou le pays de mille souffrances, mille larmes, mille problèmes? Oh, on se pose beaucoup de questions. Ce soir, alors, on va avoir certaines réponses à nos questions. Je vais demander à nos invités à se présenter. Je ne sais pas s'ils sont des invités, parce que dans notre culture, quand tu es invité plus d'une fois, tu es comme un membre de la famille, tu n'es plus invité. On est ici ce soir à Ciel et Terre, ici Nijourou TV. Et c'est l'initiative de l'abbé Thomas Nahimana. On est chez lui, mais on n'est pas des invités, on est chez nous. Et on est accompagné par Jean-Jacques Bosco. Je vais lui demander de se présenter, de saluer notre audience. Et puis après, je vais demander à notre abbé Thomas Nahiman aussi de dire quelque chose. À vous la parole, Jean-Jacques, pour saluer notre audience. Vous pouvez aller. Donc, je disais très rapidement bonsoir à Madame Flora Carenzi. Sinon, bon après-midi parce que vous êtes chez nous au Canada. Et certainement que donc, c'est la nuit ou le soir chez vous, Monsieur l'abbé Thomas Naïmana. Bonsoir. Alors, merci de l'invitation à votre radio-télévision Ciel et Terre ou ici Nijourou en Kinyarwanda pour m'avoir convié à cette émission. En même temps, et je remercie vos auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent ou qui nous écoutent en ce moment et ceux qui nous écouteront dans le futur
Humblement, je vous remercie. Très rapidement, je m'appelle Jean-Jacques Bosco. Je suis ici à Vancouver, au Canada. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Et à vous la parole, l'abbé Thomas Nahimana. Voilà, je suis très heureux aussi de participer à cette émission. En fait, c'est l'initiative de Madame Flora qui nous a invités pour pouvoir parler de certains thèmes qui intéressent nos concitoyens dans d'autres langues aussi. Nous sommes très à l'aise à parler en Kinyarwanda, mais nous pouvons parler aussi d'autres langues, surtout qu'il y en a qui se demandent pourquoi vraiment nous passons beaucoup de temps à parler qu'en Kinyarwanda et pas en anglais et pas en français, alors que on sait faire aussi. Donc, je suis très heureux à pouvoir participer à ce débat. Et c'est le premier et pas le dernier. J'espère que, madame, vous allez nous inviter aussi, et inviter d'autres personnes pour continuer aussi euh, à parler, à échanger sur ces thèmes qui intéressent la vie de nos compatriotes et de notre région. Je vous remercie donc. Merci beaucoup, l'abbé Thomas Nahimana. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire ici de vous parce que je pense que tout le monde vous connaît. Vous êtes suivi par plusieurs milliers de personnes. Ce que je peux ajouter peut-être sur la présentation de Jean-Jacques Bosco, c'est oui, il habite au Canada, c'est un criminologue. Ça, c'est important aussi. Ce soir, on va parler de 27 ans de commémoration et 31 ans de guerre au Rwanda, notre pays des mille collines. Certains en profitent et d'autres en sont victimes. On se pose beaucoup de questions. 27 ans déjà, on dirait que c'était hier. Je te souhaite beaucoup de courage à toi qui étais au Rwanda pendant cette période difficile. Je te souhaite aussi courage, toi qui as perdu une personne qui t'était très chère. Je dirais famille, et amis, enseignants, voisins. Je vous demande de vous soutenir. Soutenons-nous, mettons fin à tout ce qui nous sépare, renforcer tout ce qui nous unit. C'est notre secret pour combattre le mal. Nous avons des questions ce soir pour, je dirais, nos invités, même si ce ne sont pas des invités. J'ai une question, je commence par Jean-Jacques. Est-ce que vous étiez au Rwanda le 1er octobre 1990 et le 6 avril 1994? Si oui, quel âge aviez-vous et que faisiez-vous en ce moment? À vous la parole, monsieur Jean-Jacques. Donc, si j'ai bien compris la question, vous me posez la question de savoir si j'étais au Rwanda au lancement de la guerre et en même temps quand le génocide du 6 avril a commencé. Et j'ai compris la question, madame. Alors, donc, oui, quand la guerre lancée par le FPR a commencé et cela a été le 1er octobre 90. J'étais exactement à l'Office rwandais de l'information communément appelé le Renfort et je sortais de l'enseignement du secondaire parce que j'étais professeur à l'école secondaire de Rambura à Gisenyi. Et puis juste j'entrais dans la nouvelle carrière de journalisme, de télévision, et je m'apprêtais comme les 24 autres amis ou sinon collègues pour aller à Bruxelles et commencer nos études en télévision. Eh ben, le départ était prévu pour le 15 octobre et malheureusement, comme la guerre a commencé, ça a été retardé jusqu'en janvier de l'année suivante, 91. Voilà, c'est là où j'étais avec précision. Maintenant, d'abord, la guerre qui a été lancée, c'est vite vu une guerre meurtrière qui a pratiquement endeuillé le Rwanda et surtout parce que les deux côtés qui combattaient, autrement dit le FPR, à savoir le Front patriotique rwandais et les FAR, les forces armées rwandaises, ont eu quand même beaucoup de dégâts ou autrement dit des pertes humaines, en même temps matérielles, mais beaucoup plus, ce qui est déplorable,
c'est la population qui a été vue décimée, et plus précisément dans les préfectures de Byumba et de Rwengeri. Alors, donc, comme cette guerre se faisait catastrophique, et ça a culminé sur un génocide après 4 ans de guerre civile, je dirais, entre les deux belligérants, et lequel génocide a été déclenché le 6 avril 1994, le génocide des Tutsis. Et également, dans les années qui ont suivi, ça, nous sommes en 96, il y a également un génocide des Hutus perpétré au Congo par les Tutsis du FPR, étant donné que le premier génocide était donc perpétré par des Hutus. Quand je dis les Tutsis et les Hutus, ce n'est pas l'appellation, c'est des ou des. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tous les Tutsis non plus, ce n'est pas tous les Hutus. Et enfin, nous nous sommes vus également dans une autre catastrophe au Congo, où également le pays voisin du Congo s'est vu plus ou moins perdre plus de 5 millions d'habitants. Et enfin, pour répondre à votre question, je dirais que cette guerre peut-être n'était pas nécessaire, d'autant plus qu'elle a coûté ce que nous venons de dire. Mais en même temps, si on regarde aussi du côté de l'agresseur, le FPR à l'époque, peut-être que la guerre trouverait sa justification dans le fait qu'il venait de passer 30 ans en exil. Alors, si j'essaie d'extrapoler, voilà. Vous coupez la parole, monsieur Jean-Jacques, peut-être que ça va être notre prochaine question. J'aimerais aussi demander à l'abbé Thomas Nahimana de nous partager son expérience, s'il était au Rwanda, quel âge aviez-vous, c'était quoi votre position en ce moment-là, votre occupation. À vous la parole. Merci pour la question. Donc, alors que je suis spécialiste dans l'oubli des faits passés, en fait, j'oublie beaucoup de choses, mais les deux dates que vous signalez là, Oui. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Effectivement, le 1er octobre, j'étais à Nyundo, j'étais en 4e année et j'avais exactement 19 ans. Et je me rappelle de la personne ou d'un collègue qui m'a dit, et c'était le soir, en disant, on est en train de raconter à la radio que le pays a été attaqué par des Ignénzi. Il paraît que c'est ce qu'on disait à la radio. Je n'avais pas écouté la radio. On n'avait pas la radio au petit séminaire d'Onyundo. Je ne savais pas exactement ce que ça signifiait. Le pays a été attaqué. Je posais des questions, mais je n'avais pas de réponse. Et puis, je n'étais pas très inquiet. Mais les quelques jours qui ont suivi, donc 2-3 jours, tout a changé à Nyundo. Parce qu'on avait des professeurs qui étaient essentiellement des Tutsis qui commençaient à fuir les habitations qui étaient à l'extérieur de l'école et qui venaient se réfugier à l'intérieur du petit séminaire. On voyait déjà en ce moment-là que les choses allaient être très compliquées parce qu'on les voyait désemparés. On ne comprenait pas vraiment pourquoi on avait attaqué le pays par le nord et que nos professeurs s'enfuyaient. C'est-à-dire que dans la région de Nyundo, les professeurs étaient comme ils n'étaient pas originaires de la région. Nyundo était comme un îlot. Je ne sais pas comment la situation avait été créée de cette manière-là. Il y avait beaucoup de Tutsis, mais qui n'étaient pas originaires de cette région-là, qui travaillaient ou bien à la cathédrale, ou bien au petit séminaire et dans les institutions qui étaient là. C'est comme si c'était des étrangers qui étaient venus dans cette région-là. En tout cas, ils étaient considérés comme ça par la population qui était là. Donc, on s'est attaqué directement à eux. Et nous sentions comme, vous voyez, j'avais que 19 ans, j'avais jamais compris, plutôt, j'avais jamais entendu parler de guerre au Rwanda, c'était la première fois. On se posait des questions, qu'est-ce qui allait nous arriver, qu'est-ce que ça signifiait, qui étaient exactement ces assaillants, mais les choses ont été compliquées évidemment par après. Mais à Nyundo, depuis le 1er octobre 90, c'était déjà compliqué. Tandis que le 6 avril, encore une fois, c'est une date que je ne peux pas oublier parce que là, j'étais plus grand, j'étais au grand séminaire, donc je commençais la philosophie. Et il se fait qu'à cette date-là, nous, on était en vacances de Pâques, on était déjà à la maison, donc chez moi. Anza ou Karagizwa, comme vous avez vu les journalistes qui m'ont rendu visite dernièrement, alors qu'il n'y a plus personne pratiquement. Mais là, le 6 avril, j'étais là. Et le matin, un ami qui était
un intellectuel qui est venu chez moi pour me dire, parce qu'on discutait beaucoup en fait, on discutait beaucoup en ce moment-là. Quand on commence la philosophie, on se donne le droit de discuter avec les grands. On semble avoir des idées, même si on n'en a pas du tout, mais on fait quand même, on joue le jeu, on est intéressé à poser des questions. La philosophie commence comme ça d'ailleurs, à poser des questions. Et là, il avait dit un mot à Kinyarwanda, et évidemment, cette phrase fut malheureuse pour lui et pour nous, parce qu'il avait dit en Kinyarwanda, il était de l'opposition, il était au MDR. C'était un grand ami à moi. Il a dit, ikina ntibakinanuye, ubanza ibibazo by'u Rwanda bigiye gukira. Malheureusement, il ne l'a pas dit qu'à moi. Il l'a dit au cabaret où il était avec d'autres, 2-3 jours, et ce fut la première personne attaquée chez nous. Et je me rappelle comme hier, parce que mon diplôme du petit séminaire a été brûlé exactement chez lui 3 jours après. Alors, je lisais mon nom dans la cendre. Vous voyez, parfois, on brûle du papier. Le papier, il est mort, évidemment, mais on peut continuer à lire ce qui était écrit dans la cendre. Donc, mes noms étaient écrits dans la cendre de mon diplôme. Je me disais, ça commence mal. Donc, le 6 avril, j'étais là, donc chez moi. Et la catastrophe, on l'a pressentée de toute façon. Et on savait que les choses allaient changer très, très rapidement. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Voilà. Oui, merci beaucoup à vous deux. Juste à vous poser une simple question de savoir si vous étiez au Rwanda, de nombreux souvenirs viennent. Vous êtes en bonne position, vous êtes mieux placé pour répondre aux prochaines questions. Je vais encore commencer par Jean-Jacques. Monsieur Jean-Jacques, un peu de mots, vous pouvez nous expliquer selon ce que vous avez vécu, vous avez vu, si la guerre était vraiment nécessaire. Vous aviez déjà commencé à répondre à cette question. C'est pour ça que je vous ai interrompu un peu. Je voulais juste maintenant vous donner un peu de temps, 5 minutes, pour nous en parler si c'était vraiment nécessaire. Parce que si c'était la seule solution pour FP Ngotani, à vous la parole, monsieur Jean-Jacques. D'accord, merci Madame Flora Karenzi, la journaliste de cette émission. Je m'excuse parce que j'avais anticipé sur la deuxième question qui était supposée, donc ne pas être... Non, c'est pas grave. Par contre, comme je n'avais pas répondu de la question selon laquelle si j'étais au Rwanda le 6 avril, c'est vrai, j'étais au Rwanda et plus précisément à l'université de Mudende, ça c'est dans l'ancienne préfecture de Gisenyi. C'était exactement plus ou moins 153 km de la capitale Kigali. Alors pour répondre à la récente question, disons qu'il y a toujours deux écoles. Si on regarde du côté des dégâts causés par cette guerre lancée par le FPR, autrement dit les anciens réfugiés Tutsis, plus une petite infime minorité des gens qui ont rejoint de l'ethnie Hutu en Ouganda, on dirait que vraiment la guerre a causé une énormité de dégâts, tellement que la justification serait de dire que la guerre n'était pas nécessaire. Il aurait fallu que l'on recourt à d'autres moyens diplomatiques, à d'autres moyens donc, et de négociation pour ne pas lancer la guerre contre donc, son ancien pays. Voilà. Alors, mais en même temps, parce que nous devons regarder la monnaie à travers les deux faces. Si les gens les agresseurs de l'époque, qui maintenant sont devenus des faiseurs de loi au Rwanda, eux aussi peuvent dire, écoutez, ça faisait 30 ans d'exil depuis 59, la révolution de 59 en Ouganda et dans d'autres pays limitrophes ou en Iran également, ailleurs dans le monde, eux aussi peuvent dire que c'était justifié. Mais humblement parlant, si nous rentrons dans la thématique philosophico-littéraire des guerres, on peut dire que toute guerre n'est pas nécessaire tant qu'il y a d'autres moyens. Alors, en ce qui me concerne, je dirais que c'est beaucoup plus la manière dont la gestion de la guerre et l'après-guerre donc, a été menée, tellement que cela nous amène au résultat de dire que la guerre
n'était pas justifié. Mais ça, c'est au niveau global du terme. Je pense que je peux m'arrêter par là. Merci beaucoup, Jean-Jacques, pour votre opinion. Je passe la parole à l'abbé Thomas Nahimana. Est-ce que j'ai besoin de répéter la question? Non, 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 ça va, ça va. Puisque vous nous posez la question, vous ne me demandez pas ce que je pense de la guerre, parce que là, j'ai fait une thèse sur tout ça. Donc, c'est pas ce que vous me demandez, mais vous me demandez de dire ce que je pourrais dire d'après ce que j'ai vu et vécu suite à cette guerre-là. Sinon, pour la théorie de la guerre, on peut y aller des heures et des heures. Mais là, la guerre des Incompagnies, on l'a vu venir, on l'a expérimenté, on l'a vécu. Elle n'est pas encore finie d'ailleurs. Donc, il est très facile de dire après coup, que cette guerre pouvait être évitée, que cette guerre n'est pas nécessaire au vu des dégâts qu'elle a causés, comme disait notre ami Jean-Jacques. Donc, les dégâts sont surdimensionnés, sont énormes. On peut se demander justement ce qu'on a sauvé à lancer une guerre comme ça. Ceux qui ont lancé la guerre, les Tito et les autres qui avaient pensé cette guerre-là, devaient savoir d'ailleurs, dès le début, ce que cette guerre pouvait produire au vu de la situation de la population rwandaise, des problèmes internes et du contexte régional qui était là en ce moment-là. Donc, c'était une guerre destinée vraiment à créer des milliers et des milliers de morts. En la préparant maintenant, on est en train de subir, disons, de vivre les conséquences 27 ans après, ou plutôt donc 31 ans, comme on est en train de dire. C'est pour ça d'ailleurs que cette guerre ne s'est pas encore arrêtée. Elle continue sous d'autres formes, elle continue sous la forme de guerre meurtrière chez les pays voisins, comme au Congo par exemple. Ils ont mal, je ne sais pas, je ne veux pas dire en termes de morale, mal ou bien, non, c'est pas la question. La question, c'est l'efficacité de cette guerre-là. Ils ont pu prendre le pouvoir puisqu'ils cherchaient le pouvoir, mais ils ont décimé des milliers de gens. Ils ont blessé d'autres. Ils ont détruit beaucoup de biens. Je ne vois pas ce qu'ils ont sauvé. Est-ce que c'était pour rapatrier les réfugiés? Est-ce qu'on a rapatrié les réfugiés comme ils disaient? Alors, ils se sont multipliés par des milliers, des dizaines de fois. Donc, est-ce que c'était pour ramener la paix au Rwanda? Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix puisque les problèmes qui étaient là, ils se sont multipliés par milliers de fois. Est-ce que c'était pour ramener la réconciliation, comme il disait, entre les deux principales communautés, Hutu et Tutsi? Actuellement, ils sont plus divisés que jamais, sauf la théorie qu'ils nous racontent, disons, ceux qui sont au pouvoir, ceux qui profitent de ce pouvoir-là, théorie qui est contraire réellement à la réalité des gens. Les injustices se sont multipliées et nous sommes loin, en tout cas, de la paix ou de la réconciliation entre les deux communautés. Le pouvoir, il est plus dictatorial qu'avant. Il est même pas, il est devenu plutôt de dictature. Le pouvoir est devenu plutôt tyrannique, une tyrannie. Donc, qu'est-ce qu'on aura gagné de cette guerre-là? Il y a quelques individus qui ont pu en profiter. La famille Edo Kagame et quelques proches qui sont devenus très riches alors qu'ils n'avaient pas grand-chose. Là, on peut le dire. Cette guerre était nécessaire peut-être pour eux, je ne sais pas. Bon. Mais en tout cas, pour l'ensemble de la population rwandaise, que ce soit pour le passé, pour le présent, comme pour l'avenir, la guerre n'est jamais une solution dans une communauté comme la nôtre. On peut recourir à d'autres moyens, prendre beaucoup plus de temps pour négocier, en tout cas pour avoir des solutions consensuelles, plutôt que de lancer une guerre civile qui détruit une partie de la communauté. Voilà, c'est mon point de vue. La guerre n'était pas nécessaire du tout. C'était quelque chose plutôt à éviter. Merci beaucoup à vous deux. Jean-Jacques, j'ai une autre question. Certaines personnes disent que le génocide a été planifié par le gouvernement qui était au pouvoir, c'est-à-dire le gouvernement qui était dirigé par le président Juvenal Habyarimana. Les autres disent qu'il y avait une main derrière, qui se cachait derrière la main de FPR Ngotani qui ajoutait de l'huile dans le feu.
Il y a d'autres personnes, les gens disent plusieurs choses différentes, il y a plusieurs théories derrière ça. Est-ce que d'après vous, le génocide a été planifié? Si oui, par qui? Et c'était avec quel intérêt ou intention? À vous la parole, Monsieur Jean-Jacques. Vous avez activé votre... D'accord, tout à fait. C'est parce que j'avais laissé le soin des autres pour que la sonorité soit fidèle. Alors, donc, comme vous venez de dire, poser la question, Madame Karenzi, ben voilà, quand on parle du génocide au Rwanda, il y a plusieurs théories. Par exemple, moi, donc, je crois en deux génocides pour ne pas dire que l'un exclut l'autre. Le génocide des Tutsis de 94 et le génocide des Hutus au Congo de 96. Alors, partant du concept génocide, il faut d'abord passer par la définition. Il faut que les gens comprennent ce que nous appelons génocide en termes et criminologiques et en termes également légal de droit criminel. Le génocide, c'est quoi? C'est éliminer totalement ou partiellement un peuple, une ethnie, une religion, et donc avec l'intention de l'éliminer, comme je viens de le dire, une partie ou en totalité. Alors, il y a aussi la manière de le faire. Ça peut se faire en plusieurs façons, plus ou moins cinq. Les éliminer physiquement, les tuer avec des fusils, des massues ou d'autres armes donc à la portée des tueurs ou des génocidaires. Il y a également les éliminer donc moralement et physiquement. Autrement dit donc et les transformer en des personnes qui n'ont aucune capacité morale, comme par exemple infliger les moyens pour que ces gens soient peut-être des fous, ainsi de suite. Vous pouvez également commettre un génocide en déplaçant une partie d'un peuple ou d'une religion ou d'une ethnie dans un autre groupe pour que ces derniers ne puissent pas être donc et un certain nombre consistant pour les diminuer ou dans ce sens-là. Vous pouvez aussi et donc les disperser à travers d'autres pays comme les faire ou les transformer en réfugiés. Dans ce cas, ils ne sont pas ensemble, comme nous voyons les Kurdes qui sont éparpillés partout, comme on voyait les Juifs avant le 1948 et quand Israël a été formé. Et vous pouvez aussi les priver les moyens de se reproduire, notamment les injecter ou les contraindre à faire des enfants, à produire. Ça, c'est les cinq, sinon plusieurs façons de faire ou de commettre un génocide. Alors maintenant, quand nous parlons du Rwanda, le génocide de 94 des Tutsis, et de savoir si le génocide a été planifié. Moi, je dirais que non, catégoriquement, avec un non catégorique. Pourquoi? Parce que et quand les délinquants appelés communément Interahamwe et d'autres enragés Hutus se sont donc penchés ou se sont précipités pour tuer partiellement ou totalement un grand nombre de Tutsis. C'est parce que dans leur tête, ils pensaient que le FPR qui faisait des dégâts dans les préfectures d'Obiumba ou qui nettoyait leurs confrères Hutus allaient venir et les tuer, d'autant plus qu'il venait d'y avoir ce que nous appelons des précédents, à savoir la mort du président Ndadaye, qui était Hutu. Il y avait également donc la descente de l'avion du président Abiyarimana en compagnie de son homologue burundais. Il y avait aussi la guerre qui venait de faire 4 ans de rage dans le pays. Il y avait donc ce que nous appelons une panique totale. Alors, partant de ce fait, on ne peut pas dire que ces gens ont eu seulement la seule motivation de tuer les Tutsis ou de les éliminer en grand nombre. C'était beaucoup plus motivé par la peur des Inkotani. Maintenant, comme j'étais au Rwanda, parce que je suis de l'ethnie Hutu,
Et s'il y avait un génocide qui allait se préparer quelque part, certainement que certains de mes confrères ou tout dans la gestion du pays m'auraient soufflé ça ou je l'aurais d'une façon ou d'une autre senti, d'autant plus que j'étais journaliste à la radio et à la télévision et à l'époque ancien professeur du secondaire, ancien donc stagiaire de France et de Belgique. J'avais quand même une maturité intellectuelle et également en âge me permettant de sentir ça. Et non seulement ça, c'est que le tribunal international d'Arusha n'a pas prouvé qu'il y aurait eu un génocide préparé. Cependant, il faut que les gens puissent différencier un génocide de fait et un génocide donc légal juridique. Autrement dit, c'est quoi? Il y a un génocide que vous amenez donc en justice et comme donc crime de génocide et les gens seront donc seront donc jugés comme auteurs du génocide. Il y a un autre génocide comme celui du Rwanda où vraiment, considérant donc de ce qui était motivé, c'était pour tuer les Tutsis en majorité, quand bien il y a eu des Hutus qui sont morts, la motivation était d'éliminer les Tutsis maintenant. Et comment cela est venu? Ce n'était pas pour les éliminer parce que l'intention de les essayer, c'est la période du FPR. Alors, comme Arusha l'a prouvé, c'est un génocide de fait, d'autant plus que donc, ça se voyait au niveau des faits. En même temps, c'était, comment dirais-je, donc sans état, autrement dit, vu dans les médias et dans le discours national, international et donc académique, mais personne n'avait planifié cela. Par contre, dans le génocide de fait, il y a des crimes qui sont commis dedans, à savoir les crimes contre l'humanité, à savoir peut-être les crimes contre la paix, les viols étendaires. Bon, par contre, si nous regardons également, pour dire que le génocide au Rwanda n'a pas été préparé, il y a aussi une autre théorie, ou ce que nous appelons une autre théorie qui dit que c'est le FPR qui a commandité le génocide des Tutsis pour prendre le pouvoir à Kigali, d'autant plus qu'il y a eu beaucoup d'éléments infiltrés du FPR dans ces voyous miliciens qui tuaient. Ça, c'est aussi à démontrer. Et même les gens du FP le disent. Alors, si les Rwandais, les Hutus et les Tutsis un jour se mettront sur une table, là, ça va être éclairci avec honnêteté. Maintenant, si j'enjambe sur le génocide des Hutus, c'est pratiquement la même chose. C'est parce que ce qui a été fait par certains Hutus au Rwanda, ça a été aussi fait par une fraction donc, des Tutsis, surtout dans le FPR, plus quelques peut-être Hutus, parce que le FPR n'était pas ou n'est pas seulement composé des Tutsis. Et alors, eux, ils se sont précipités aussi sur la population Hutu au Congo et ils les ont tués. La preuve donc macabre, sinon tangible, c'est que le FPR, les militaires du FPR qui sont partis au Congo, tuaient sans distinction de cible, à savoir les vieillards, les vieux, les enfants, les fœtus. Alors, si ce n'était pas un génocide, leur justification serait seulement de poursuivre les miliciens Hutus et donc l'armée déchue des phares au Congo, alors ils pourraient seulement cibler les militaires et les miliciens et ils avaient la capacité militaire de le faire. Alors c'est dans ce sens-là, et compte tenu des moyens utilisés et également de cette thématique de génocide que je viens de donner ma tentative de réponse, Madame Flora Karenzi. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Et je pense que aussi vous étiez dans la bonne position, vous étiez journaliste à l'époque. Tout à fait, tout à fait. Je l'étais, je combinais ma fonction de journaliste et également j'étais étudiant à l'université de Modène. Et à vous la parole, l'abbé Thomas Nahimana. Est-ce que selon vous, le génocide a été planifié par qui, dans quel objectif ou quel intérêt? À vous la parole. Disons que je ne suis jamais à l'aise quand je parle de ce thème,
vu la complexité de la situation. Sans revenir à la définition du crime de génocide, je signale quand même que génocide, ce n'est qu'une qualification juridique de la réalité. Donc, ce n'est qu'une qualification, c'est-à-dire un nom qu'un tribunal donne à des faits, tout simplement. Bon, simplement. Bon, j'exagère peut-être en disant tout simplement, mais ce n'est qu'un nom. Ce n'est qu'un nom qu'on donne à certains faits. Là, ils ont le tribunal d'Arusha, il y a eu le tribunal d'Arusha et les tribunaux Gacaca qui ont pu qualifier ce qui s'est passé, une partie de ce qui s'est passé au Rwanda comme un génocide. Alors, en réalité, la réalité n'est pas que juridique. C'est-à-dire, au vu de ce qui s'est passé au Rwanda, moi, je donnerais plutôt la définition, comme j'en ai entendu d'autres qui discutaient, et je leur donne raison. En fait, ce qui s'est passé au Rwanda, il s'agit tout simplement d'une guerre civile qui a tourné à la catastrophe. C'est-à-dire, aucun pays étranger ne nous a attaqués. On peut penser que l'armée ougandaise a quand même participé à cette guerre-là, ouvertement, au moins à lancer cette guerre-là, mais même ces Ougandais qui étaient là étaient largement des Rwandais qui étaient des réfugiés. Donc, c'est des Rwandais qui s'entretuaient entre eux tout simplement. C'est pour ça que c'est une guerre civile pour le pouvoir. Donc, c'est une guerre pour le contrôle, la prise et le contrôle du pouvoir qui a tourné à la catastrophe. Donc, je ne peux pas nier, je ne veux même pas discuter de la qualification qu'on a donnée à ces faits en disant qu'il s'agit d'un génocide, puisque le tribunal d'Arusha l'a qualifié comme ça, et les tribunaux Gacaca, je peux les contester, je peux contester d'autres choses, mais ils étaient en droit de qualifier les faits, et ils l'ont fait. Est-ce que, du moment que ce qui s'est passé qualifié de génocide, est-ce qu'il a été planifié? Contrairement à mon ami, sauf qu'il s'est... Finalement, on va dire à peu près la même chose. Moi, je dis que ce génocide a été très, très, très bien préparé. Le problème est de savoir par qui. Mais on ne peut pas assassiner 1 million de personnes sans préparation, même si ce n'était pas qualifié de génocide. Même une guerre est toujours planifiée, une guerre. Il y a tout un état-major des armées qui planifie quand même au niveau stratégique et tactique une guerre. Et ça a été fait. Mais moi, pour le moment, justement, encore une fois, a posteriori, on peut comprendre beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas comprendre en 1994, par exemple. Aujourd'hui, nous savons que le tribunal d'Arusha, au moins le tribunal pénal international pour le Rwanda, avait cherché à comprendre qui étaient les planificateurs, parce que disons, l'aspect planification est très important pour qualifier un génocide. Ils étaient partis sur des thèses qu'il y a des personnes, certaines personnalités, comme Wagosora, qui devaient être certainement les planificateurs de ce génocide. Alors, quand les jugements sont tombés, ils ont été, en tout cas, tous qui ont été présentés au tribunal d'Arusha, tous qui ont été jugés à Arusha, n'ont pas été, disons, la planification n'a pas été retenue. Est-ce que ça veut dire que le génocide n'a pas été planifié? Loin de là. Le problème, on le connaît aujourd'hui, c'est que la mission du tribunal d'Arusha était de juger les deux parties. Donc, il fallait juger le côté du gouvernement du feu Juvenal Habyarimana, mais il y avait d'autres responsables aussi que la mission avait qualifié, c'était le côté du FPR. Et ce côté n'a pas été jugé. Par la force des choses ou par la force de l'influence politique, on a arrêté. Donc, le tribunal d'Arusha n'a fait qu'une partie. N'ayant pas trouvé de planificateur du côté du gouvernement, ça ne veut pas dire que le planificateur n'est pas de l'autre côté. Il suffit aussi de les juger pour savoir. Et effectivement, aujourd'hui, on peut savoir, sans risque de se tromper, que l'autre côté avait tout planifié. En lançant la guerre, le 1er octobre, ça a été le début de tout le malheur rwandais. Et surtout en tirant, puisqu'on sait qu'il a tiré sur l'avion aussi, sur l'avion le 6 avril, il savait ce qu'il faisait et il savait ce qu'il voulait provoquer. Avant de conclure, je dirais que j'ai lu un article qui m'avait intéressé. Et malheureusement, je n'ai pas la source, mais vous pouvez retrouver cet article
très rapidement, c'était un proche de Paul Kagame qui avait essayé de décrire cet homme-là. Et c'était son chef du personnel, et c'est Rudasingwa, qui avait essayé de nous dire qui est cet homme. Et Aimon vraiment est resté marqué dans ma tête pour jamais quand il a dit que cet homme avait, et là je ne vais pas trouver de mot français puisqu'il a utilisé mindset. Mindset, comment, essayez-vous, vous êtes des anglophones là au Canada. Mindset, comment on va traduire cela en français? Mentalité, c'est trop léger, mais mindset, son cerveau est to set something, il est organisé, le cerveau de cet homme-là, comme celui d'un tueur en série, tout simplement. Donc, le Rwanda a eu le malheur d'avoir un chef de guerre qui est incriminé, c'est plus qu'un génocidaire en fait. Un génocidaire, et Rudasingwa qui est son proche. Même ethnie, même origine, même ils ont partagé beaucoup de choses, ils trouvaient que cet homme n'est pas normal. Que cet homme avait un cerveau qui était vraiment mis en place pour commettre des génocides. Et c'est le chef de il a été chef de guerre, il a été chef du pays, il a tué dès le début, il continue d'assassiner moi, ça ne me poserait aucun problème de dire que c'est lui qui a tout planifié pour prendre le pouvoir et le contrôler. Ne me posez pas la question où il se trouve maintenant. J'aurais aimé qu'il ne revienne pas et je réaffirme et réaffirme que cet homme ne devrait pas revenir parce que justement, il a un mindset d'un tueur en série, d'un génocidaire. C'est lui qui a tout planifié. Voilà. Attitude mentale, je pense. Hein? Pardon? Attitude mentale, vous voulez dire. Un ordinateur, quand vous avez un ordinateur tout neuf ou un téléphone, vous mettez les settings. Les settings, c'est plus qu'une attitude. Donc, vous formatez, voilà, peut-être, vous formatez cet ordinateur pour l'émission que vous lui donnez. Le cerveau de cet homme, d'après Rudasingwa, ce n'est pas d'après moi. Et je pense que de toutes les choses qu'il a dit, Rudasingwa, ça, il a dit vraiment une vérité qui est très, 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 très profonde. Ok, merci beaucoup, l'abbé Thomas Nahimana. J'aimerais, avant de passer à la prochaine question, j'aimerais saluer notre audience ce soir. Il y a KM Inuma Irukundo, bonjour. Il y a Vincent Dina, bonjour. Il y a Espoir Jeanne, il y a Africa Now, il y a Jojo, il y a Pascal Ngurunziza, Claire Urumva, il y a Jean Bosco Haburazi, il y a Marie-Claire Mokamugema, il y a Good Citizen, il y a Kamaïde. Je vais lire rapidement quelques messages. Il y a KM qui dit merci Flora pour ta détermination, merci aussi. Il y a Vincent, non, KM qui dit encore Padre, un véritable berger pour le peuple rwandais, merci beaucoup. Il y a Dina qui dit oui, KM, il est vrai berger pour le peuple rwandais. Il y a Africa Now qui dit Komera, c'est en Kinyarwanda, c'est juste des salutations, merci beaucoup. Il y a aussi Jojo, c'est KM, Inuma Irukundo qui dit nous sommes ici Nijuru TV, mais vous parlez en français, c'est normal? Oui, c'est normal, aujourd'hui c'est une émission en français. Il y a aussi Pascal qui dit it's not easy, but never give up. Merci beaucoup, ce n'est pas facile, mais on va toujours continuer. Il y a Dina qui dit pour le FPR, les dégâts sont à la hauteur de ce qu'ils ont pillé en RDC, gain pour eux et les Occidentaux. Il y a Jean Bosco Haburazi qui dit pourquoi Kagame n'allait pas célébrer la commémoration de son prochain Sassou Nguesso. Je ne sais pas si vous avez compris. Il y a KM qui dit Jean Bosco, je me pose la même question, c'est supposé d'être ciel et terre.
pour le français et ici Nijuru TV pour le Kinyarwanda. Peut-être la bête basse va nous expliquer. Il y a Africa Now qui dit, vous ne pensez pas qu'avoir un président analphabète, ça ne fait pas l'une des causes des perturbations au Rwanda et dans la région des Grands Lacs. Il y a Marie-Claire qui dit, j'ai entendu parler d'un génocide des Hutus en 64 comme un rêve d'une Rwandaise de 18 ans d'origine Tutsi. Il y a KM qui répond à Africa Now, qui dit tous les analphabètes ne sont pas comme Kagame. Ce dernier était un serviteur satanique. Voilà pourquoi il y a tant de crimes dans la région. Il y a Bonne Espérance qui dit, Monsieur le Président et chère Flora Karenzi, merci pour votre courage. Merci pour tes encouragements aussi. Il y a Good Citizen qui dit, ça me fait plaisir de vous entendre avouer que le génocide a été planifié. Je ne sais pas si tu as bien suivi Good Citizen. Il y a Jean-Jacques, non, c'est KM qui dit à Jean-Jacques, pensez-vous que ceux qui ont été jugés injustement par le TIPR auront une deuxième chance? Il y a Dina qui demande si est-ce que le tribunal n'a pas osé se prononcer sur ce planificateur. Il y a Francine qui dit la vérité est en train de se dessiner partout, honte à ceux qui se sont cachés derrière le mensonge. Je parlais de ces Occidentaux qui ont aidé le FPL. Il y a aussi KM qui dit Kagame a été choisi pour exécuter le plan de Tubabou. Il y a Patrick Kamaïdese qui dit l'enregistreur des événements en 24 heures va donner tous les détails bientôt. Malheureusement, ce sont les coupables qui ont tous les détails. Continuez à nous donner vos commentaires ou vos questions. Je vais les lire de temps en temps. Je donne la parole à Jean-Jacques, si tu as des questions à répondre ici, vas-y avant qu'on entame la prochaine question. Après, je vais donner la parole aussi à l'abbé Thomas Naïmana, s'il a aussi des questions à répondre. À vous la parole, monsieur Jean-Jacques Bosco. Oui, merci, madame la journaliste Flora Karenzi. Disons que nos auditeurs, vos auditeurs, ces téléspectateurs, ce qu'ils disent, c'est quand même légitime. Et puis, donc, certaines de leurs questions trouvent peut-être leur réponse dans plusieurs façons. Cependant, je répondrai à celle ou à celui qui a posé la question de savoir les gens qui ont été abusivement jugés par le TIPL, le tribunal international d'Arusha, si peut-être un jour ils auront une deuxième chance. Je dirais que peut-être au niveau des tribunaux et des cours internationaux, non, parce que ça c'est un tribunal sans recours. Par contre, toutefois, même ceux qui sont morts, un jour, ils auront donc une deuxième chance de justice à travers le peuple ou ceux qui sauront qu'ils ont été jugés injustement. Et nous avons beaucoup de preuves et dans leur procès en même temps, donc dans le comportement actuel, donc de comment les procès se sont déroulés au niveau international, parce qu'il y a plusieurs analyses. Je pense que ça a coupé un peu. Est-ce que je peux vous répéter? l'entendez? On l'entendait bien pourtant. Ah, d'accord. Donc, alors, si vous m'entendez, je peux finir rapidement. Ça avait coupé. On ne t'a pas entendu. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Ah, d'accord. Donc, pour paraphraser, je dirais que je ne peux pas répondre à toutes les questions posées ou inquiétudes donc évoquées. Cependant, je répondrai à une ou à l'une de ces questions mentionnées, donc celle qui voulait savoir ou celui qui voulait savoir si les gens qui ont été injustement jugés à Arusha dans la Cour pénale internationale d'Arusha auront une deuxième chance. Bon, la première partie de la réponse est non, parce que cette
instance juridique n'a pas de recours, donc à l'exception des exceptions. Par contre, même ceux qui sont morts, il y en a dans ceux qui sont morts, auront une deuxième chance à travers les gens qui les reconnaîtront ou qui reconnaîtront leur injustice un jour et ils vont les rétablir dans leur dignité. C'est comme nous voyons même les gens qui sont morts il y a 300 ans, 50 ans, mais qui ont toujours été rétablis. L'important, c'est qu'un jour, ben, c'est ce que je souhaite, c'est ce que tout le monde souhaite, qu'il y aurait quand même donc un tribunal des Rwandais eux-mêmes qui pourront donc rétablir les gens injustement jugés dans leurs droits, que ce soit ceux d'Arusha ou donc ceux injustement jugés par les Gachacha. Voilà, c'est ça que je voulais donc dire à l'endroit de cette personne qui a posé la question et je la remercie ou je le remercie. Je vous donne la parole aussi, l'abbé Thomas Nahimana. Parmi les questions, j'ai vu une personne qui se questionnait sur le nom de la télévision, qui se demande pourquoi c'est pas terrestrière au lieu de terre. Mais si vous voulez aussi répondre à une autre question, allez-y, à vous la parole. Tout à l'heure, je suis conscient d'avoir dit quelque chose de grave en citant quelqu'un, en citant Théogène Rudasingwa, sans citer la source. Alors, je vais vous dire tout de suite la source parce que c'est un article qu'il a écrit il y a 8 ans, A State Without a Statesman. Je dis exactement ce que le titre, si vous voulez le regarder sur Internet, Rwanda, A State Without a Statesman by Rudasingwa Théogène, by Théogène Rudasingwa. Alors, à un certain moment, donc, il a dit, c'est en anglais, but Kagame's is a special case. Rwandans and foreigners need to understand that Kagame's mindset is that of a serial killer and a mass murderer. C'est très grave quand même. D'accord. Peut-être, monsieur l'abbé Thomas Naïmana, ce que les gens comprendraient, c'est que vous disiez que a state without a statesman. Cela voudrait dire que donc c'est un pays sans dirigeant, un pays sans président. C'est ça que les gens devraient comprendre dans le titre. Un pays sans dirigeant ou un pays sans président. Et traduisez la phrase qui nous intéresse aussi. That Kagame is a special case. Ok, que donc le président Kagame est un cas spécial. Rwandans and foreigners need to understand that Kagame's mindset is that of a serial killer and a mass murderer. Ah, d'accord, que les Rwandais et les étrangers donc puissent comprendre que Kagame est un tueur de série. Un tueur en série, c'est quelqu'un qui tue donc plusieurs personnes en série sans raison et également que donc il a un cerveau et qui est donc programmé ainsi. Donc, serial killer and mass murderer, je ne sais pas si on peut les distinguer. Ah, d'accord. Donc, un tueur en série, c'est quelqu'un qui tue donc les gens en série. Par exemple, donc, voilà, un fou qui peut aller au marché tuer plus d'une quinzaine de personnes. Alors, mais quelqu'un qui tue donc les gens en masse, c'est comme le génocide, c'est comme donc les crimes de guerre comme les Kibéo et comme les trucs de Congo, les gens de Byumba, ainsi de suite. C'est ça qu'on appelle donc les tueries en masse murder. Okay. Donc, ces gens-là, ils disent que c'est vraiment son cerveau, il est programmé comme cela, et c'est son ami. Si c'était moi qui le disais, on dirait, toi, tu es un opposant, mais lui, bon, c'était un opposant, mais c'était un ami d'enfance, donc il connaît vraiment Paul Kagame. C'est comme ça qu'il a vu les choses. L'histoire lui donnera peut-être tort, mais je ne crois pas. Je pense que Rudasingwa avait bien vu la chose, et les faits se sont vérifiés de toute façon. Quant aux questions qu'ils ont posées, alors, pourquoi on n'est pas en train de parler sur CRTR TV plutôt que sur Ici les Jours TV? C'est une question d'ordre technique seulement. J'ai toujours dit que j'avais des problèmes des manques au niveau technique. La prochaine fois, ce sera très, très facile. Dans le même ordinateur, il m'est difficile de programmer actuellement. Donc, une émission tout de suite en anglais si on est plusieurs. Plutôt sur CRTR si on est plusieurs.
mais ce sera résolu très rapidement. Quant à la deuxième chance, de ceux qui ont été jugés à Arusha, j'ai une idée parce que moi, je crois beaucoup en la politique. La politique peut trouver des solutions où la justice n'a pas pu, ou même revoir ce que la justice a décidé. C'est possible. Si on avait un gouvernement chez nous, si on commençait un vrai processus de réconciliation, comment on peut diminuer les peines pour certains ou même ne pas les juger du tout, comme cela s'est passé en Afrique du Sud, je pense qu'on peut trouver des solutions. Et les solutions, ce sera, par exemple, de rapatrier, de demander à la communauté internationale de rapatrier d'abord tous les condamnés d'Arusha au Rwanda, ce qui est faisable, on peut négocier cela. Après, on peut tout négocier de toute façon. Donc, une deuxième chance, on peut y espérer, mais la première chose, c'est de changer le pouvoir. Après, on verra. Et puis, même au niveau de la justice, des tribunaux, parfois, on recourt à la grâce présidentielle pour, disons, donner la grâce même à des gens qui étaient condamnés suivant certaines conditions remplies. Donc, une deuxième chance est toujours possible, mais le problème actuellement, c'est le pouvoir que nous avons au Rwanda. Du moment que ce pouvoir est changé, on peut renégocier bien des choses et donner une deuxième chance à plusieurs gens, à plusieurs personnes en tout cas. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur ce qui vient d'être dit. Okay. Merci beaucoup à vous deux. On passe à la quatrième question. Je m'adresse à Jean-Jacques Bosco. Il n'y a pas longtemps, le gouvernement rwandais a accepté que les Hutus ont été tués, mais sans mentionner le tueur. D'après vous, qui est derrière ces massacres et avec quel intérêt? Est-ce que vous pensez qu'un jour, on va qualifier de génocide de ces massacres aussi, les massacres des Hutus? Dans quelle voie? À vous la parole, monsieur Jean-Jacques. D'accord. Donc, si le gouvernement actuel de Kigali a accepté finalement que les Hutus aussi ont été tués et que même, ceci dit, ils ont droit de commémorer les leurs. Hein. Et c'est simplement parce que la vérité est en train donc d'être pratiquement démasquée au grand jour et que également, c'est ce que je me dis, c'est ce que je lis dans l'international média, et que les anciens donc protégés du régime de Kigali commencent, à savoir bien sûr les États-Unis, la Grande-Bretagne, et Tandem a commencé à se désolidariser de Kigali. Ça, c'est en fait et c'est la première chose. De deux également, quand il y a donc un meurtre, quand il doit y avoir quelqu'un qui l'a tué, quand il y a donc des tueries à masse, il doit y avoir quelqu'un qui a tué. Et je pense que franchement, on les connaît. On les connaît très bien parce que vous vous souviendrez qu'un certain Matata, Joseph Matata, a fait beaucoup de rapports sur ce qui s'est passé dans la préfecture de Byumba, là où on incinérait, autrement dit, on brûlait les corps vifs et on les jetait et dans le parc de la Kagera et dans la rivière dans la rivière la Kagera. On sait très bien ce qui s'est passé au Congo, bien sûr. On sait également ce qui s'est passé à Kibero. On sait le ratissage des êtres humains à travers le Rwanda. On sait également et ce qu'ils ont appelé les massacres au moyen des hélicoptères dans la zone de Rwengere et de Gisenyi durant ce qu'ils ont appelé la guerre des Abachenguezi. Donc, ça, c'est pas difficile de connaître le tueur. Ça, c'est en fait. Alors, moi, je me dis que, voilà, si même, moi, vous parlez de génocide des Hutus, c'est ça? Quand vous parlez de génocide des Hutus, moi, je sais que c'est déjà Yellow Mapping Report qui a déjà dit que c'est un génocide, mais parce que les rapporteurs ou sinon les enquêteurs n'étaient pas des juges, n'étaient pas en tribunal, ils devaient formuler de la manière. Il y a également des journaux, il y a également des spécialistes, il y a également des livres qui en parlent. Le mien également a effleuré là-dessus. Et personnellement, je dis qu'un génocide des Hutus et personne ne pourra m'enlever dans ma tête. Ce n'est pas franchement un tribunal qui viendra un jour
au Rwanda ou quelque part en Afrique ou en Asie pour dire qu'il y a un génocide des Hutus. Ce sont seulement les victimes qui doivent donc savoir qu'il y a un génocide qui a été perpétré sur ou contre eux, en point trait. La deuxième chose, ce ne sont que les gens qui sont intéressés qui doivent motiver la légalité au niveau international de ce génocide, personne d'autre. C'est là vraiment que je pourrais, donc, c'est cela que je pourrais dire par rapport à cette thématique, à ce problème, à cette question. Donc, je pourrais m'arrêter par là, madame. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Je vous en prie. Oui. À vous la parole, l'abbé Thomas Naïmana. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je ne sais vraiment pas si le gouvernement a pris une position comme ça. Je ne sais même pas qui a dit cela. J'ai entendu dire que le président aurait dit, mais je ne sais pas à qui il a dit. Je n'ai pas vu une publication officielle où on disait que c'était la position du gouvernement. Je ne sais pas si vous savez, si vous avez la source de ces affirmations-là, mais je pense que c'était Monsieur l'abbé Naïmana, bon, à travers des discours, que ce soit du président, donc autrement dit en chair et en os, ou de ce qu'on considère que c'est la voix du président. L'important, c'est qu'il y a cette déclaration et les gens savent lire entre les lignes. Donc là, c'est là que je peux donc étoffer là-dedans, mais vous pouvez continuer. D'accord, merci beaucoup. Merci de l'intervention. Imaginons que ce soit une phrase dite par le président ou par quelqu'un d'important du gouvernement. De toute façon, c'est une phrase très importante. C'est une phrase très importante dans la mesure où cette catégorie de citoyens a connu une punition qui est très, très lourde, qu'on appelle la damnatio memoriae. C'est-à-dire, ils ont perdu les leurs, beaucoup de gens, des milliers de gens, et ils ne pouvaient même pas, ils ont subi une sorte d'apartheid mémoriel. Ils n'avaient même pas le droit de parler de leur disons, de leur défunt, ce qui est très, très grave. Ça détruit les gens psychologiquement, ça fait des ravages. Si le FPR, par exemple, avait échoué la guerre, avait perdu la guerre, imaginez que tous les Tutsis qui avaient été assassinés dans ces conditions-là auraient été considérés comme, voilà, comme des ennemis, par exemple, et qu'on ne devait pas parler d'eux. Alors, celui qui a gagné la guerre, il écrit l'histoire. C'est comme ça, malheureusement. Il écrit l'histoire et dans le sens qu'il veut. Et là, le pouvoir en place a préféré dire aux Tutsis qu'ils pouvaient seulement, cette partie-là, disons, faire mémoire d'erreur, mais encore à plusieurs conditions. Surtout qu'on ne parle pas de Tutsis assassinés par le FPR, tout simplement. Ils devaient faire mémoire, mais aussi au conditionnel, disons, selon les termes et la volonté même de Paul Kagame et de son équipe. Ça, ce n'était pas vraiment ce qui convenait aux Rwandais. Aujourd'hui, de toute façon, voilà, on fait une petite évolution, un pas en avant en disant, voilà, maintenant, même les Hutus qui sont morts, on peut en parler. De toute façon, on peut en parler, mais ça fait 27 ans qu'on ne l'a pas fait. Donc, je ne sais pas à quoi ça sert, mais je considère quand même que c'est une évolution, mais par la force des choses. C'est que parmi les Tutsis aujourd'hui et parmi les Hutus, il y en a qui osent maintenant de parler de toute la vérité, tout simplement. Donc, ils y suivent parce qu'ils ne peuvent plus arrêter le mouvement. Ils disent, voilà, vous pouvez en parler, mais ce n'est pas eux qui ont donné la permission d'en parler. C'est qu'il y a des gens maintenant, des Tutsis, qui sont irrésistibles actuellement, qui veulent en parler tout simplement. Et puis, ça, c'est pas... D'un côté, je dis que c'est une phrase importante, mais c'est une phrase vide de sens aussi, dans la mesure où il n'y a pas de mesures politiques ou juridiques qui sont prises et bien poursuivre pour mettre en place ce qu'ils viennent de dire, c'est-à-dire de donner vraiment la permission aux Hutus d'aller chercher les cadavres des leurs et de les enterrer, par exemple, dignement. Et ça, ce serait par contre un pas en avant. Après, je me dis, on finira par y arriver de toute façon. On finira par y arriver, puisque, comme je définissais tout à l'heure, il s'agissait d'une guerre civile qui nous concerne tous, qui a décimé les nôtres, que ce soit des Hutus, que ce soit des Tutsis, que ce soit des Touaregs et même des étrangers, et que la façon de les inhumer a été simplement politique, puisqu'on les a mis dans
dans les sites mémoriaux là, que les gens n'apprécient pas du tout, des deux ou des trois côtés. On finira de toute façon par en parler. C'est un passage obligé. On ne peut pas ne pas parler de nos morts et c'est le premier pas pour la réconciliation. Nous devons reconnaître exactement ce qui s'est passé au Rwanda. Nous devons reconnaître les responsabilités, oser dire qui a tué les miens, oser le dire. Après, on pourra dialoguer et ça a commencé. Heureusement, je sais que madame, vous êtes peut-être parmi les rares personnes qui osent pousser ce discours pour que les gens sortent de leur peur pour dire exactement ce qui s'est passé pour pouvoir se réconcilier. Voilà ce que je pourrais dire de tout ça. Mais j'aurais aimé, par exemple, que si c'est Paul Kagame qui l'a dit, qu'il le dise, par exemple, devant l'Assemblée nationale ou qu'il le dise devant le gouvernement rassemblé, parce qu'après, il y aurait des mesures à prendre, des mesures administratives, des mesures légales à prendre pour gérer cette réalité. Là, le gouvernement serait responsable. Mais là, c'est des phrases qu'il lance comme ça de façon irresponsable ou pour tenter, pour tâter le terrain, pour voir comment les gens réagiraient. Ça peut être aussi une manœuvre pour distraire les gens. Pour distraire les gens, voilà, on a reconnu vos morts aussi, vous n'avez pas de réclamation à faire parce que, voilà, on a reconnu vos morts. C'est malheureux, on joue sur nos défunts, on joue sur les gens, alors que le gouvernement devrait être responsable. Parce que la phrase elle-même est lourde de conséquences. S'ils reconnaissent cela, il devrait y avoir vraiment des mesures politiques, des mesures juridiques, des mesures administratives pour gérer cette réalité, puisqu'elle est très sensible. Voilà, merci. Oui, et je suis d'accord avec vous. Je pense que la vérité, c'est la seule solution qui nous amènera à une vraie réconciliation durable. Je voulais aussi vous demander, d'après vous, pourquoi la communauté internationale ne prend pas des mesures nécessaires pour que le gouvernement mette fin à toutes sortes de violences des droits de l'homme. Quel message donneriez-vous aux citoyens des pays qui financent le Rwanda, dans le sens que les impôts sont utilisés en grande partie pour tuer les Rwandais, par exemple en procurant du poison, aussi on l'utilise comme corruption pour acheter le silence des gens qui osent parler. À vous la parole, Monsieur Jean-Jacques, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, merci, Madame Flora Karenzi. Bon, à cette question, je dirais que ma tentative, sinon mon ébauche de réponse ou de piste de solution, c'est que les gens devrions comprendre que ce que nous appelons la communauté internationale, le Rwanda en fait partie, le Botswana en fait partie, le Singapour en fait partie, les États-Unis en font partie. Alors, donc, les Nations Unies ont ce principe de l'autodétermination. Autrement dit, les gens, les pays ont donc le droit de se gouverner. Pour cela, ils ont ce que nous appelons une souveraineté. Alors, quand un pays est souverain, c'est pour dire qu'aucun autre pays ne viendra donc dicter ce que ce pays devrait faire. Alors, les gouvernements tyrans et les présidents dictateurs en profitent pour faire ce qu'ils veulent de leur pays. Par contre, il appartient aux citoyens donc aussi de se défendre, donc de se gouverner. C'est beaucoup plus aux citoyens qu'incombe la première tâche donc à l'égard du limogeage ou donc de faire taire ou de faire arrêter ces gouvernements. Ce n'est pas vraiment la communauté internationale que les gens comprennent. Par contre, et ce que les gens doivent comprendre, c'est que aussi la communauté internationale, ces pays, les États-Unis, l'Angleterre, les 5, la Chine et autres, eux, ils ont ce que nous appelons les intérêts, d'abord stratégiques, ensuite militaires et enfin économiques et autres, pour dire qu'à chaque pays, ils ont d'une façon ou d'une autre un intérêt. Quand ils ont un intérêt quelconque, ils vont faire ce que nous appelons la sourde oreille, non pas donc écouter les doléances et également les droits de l'homme. Mais
qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que c'est beaucoup plus aux gens donc de faire pression quand je dis les gens, c'est beaucoup plus les citoyens d'abord d'origine rwandaise, la diaspora rwandaise, à savoir surtout les les partis politiques et aussi même le mouvement que vous venez que vous êtes en train de voir, de faire pression à ces gouvernements en leur expliquant comment leurs dons sont mal gérés et par le truchement de créer ce que nous appelons donc une mafia criminelle qui vont donc tuer soit des gens qui parlent de ce qui ne va pas ou qui défendent les droits de la personne au Rwanda. Et alors, dans ce cas, c'est dans ce sens-là que ce que vous appelez la communauté internationale comprendra et compatira avec donc cette cause. Alors, donc, c'est beaucoup plus aux concernés et qu'il faut faire pratiquement, autrement dit, les premiers jalons, les actes. Et donc, penser que la communauté internationale va délivrer les Rwandais et le Rwanda, c'est peut-être rêver fort et c'est également donc songer et comme si on n'était pas aussi doué d'intelligence et de liberté et de capacité de se défendre. Et alors, pour conclure, et si les Rwandais vont attendre, c'est ce qui a eu lieu d'ailleurs en 1994 avec la Minoire qui est partie donc en débandade. Donc, autrement dit, on a cette expérience et voilà, c'est le peuple qui doit se défendre. Je ne sais pas si peut-être j'ai schématisé toute la panoplie de ta question ou de votre question, mais c'est là où je peux m'arrêter, madame la journaliste. Merci beaucoup pour votre point de vue. C'est vraiment intéressant. Je donne la parole à l'abbé Thomas Naïmana pour ajouter ou compléter. D'accord, c'est vraiment pour compléter, un tout petit peu seulement. Dans le cadre de mes études de droit, je rappelle que j'ai même une thèse à présenter très bientôt. Il y avait un cours qui est intitulé les instruments de la justice internationale. Les instruments, voyez, les instruments de la justice internationale. Et parmi les instruments, il y avait toutes les organisations internationales, dont l'ONU. Donc, ce n'est qu'un instrument. Alors, ce que j'ai compris, c'est que c'est vraiment ce que nous appelons la communauté internationale n'est qu'un instrument. Et les plus malins, ils savent plus que d'autres utiliser ces instruments à leur fin. Certains pays sont plus aptes à les utiliser en leur faveur, d'autres moins. Certaines personnes, ils recourent à ces instruments pour, disons, en tirer profit, tandis que d'autres perdent. Et c'est là où je rejoins ce que disait mon ami Jean-Jacques, que aucun peuple ne peut attendre de la communauté internationale son salut, parce que ça n'existait pas. Et les lobbies, les groupes de lobbies ils ont plus de pouvoir que l'ONU, par exemple. Parce que l'ONU, c'est une association des nations, c'est une association dont le Rwanda, par exemple. Donc, ils n'ont pas d'ordre à donner au gouvernement légitime au Rwanda, sauf justement si les malins ont pu mobiliser ces instruments pour coincer, par exemple, les gouvernements, parce que ça existe, pour décréter un embargo ou pour lancer la guerre contre un pays, ça existe cela. Mais c'est les malins qui savent l'utiliser. Le FPR, par exemple, a su utiliser ces instruments contre le gouvernement de Habyarimana qui ne s'en est pas remis. Et alors, aujourd'hui, on ne peut pas attendre grand-chose de l'ONU contre ce pouvoir-là si le peuple lui-même, comme disait Jean-Jacques, ne se lève pas pour essayer de faire quelque chose. D'abord, de s'organiser et puis de se faire entendre. Si on ne fait pas ça, vous pouvez attendre 1000 ans que l'ONU réagisse, il ne réagira jamais. Vous pouvez attendre que le tribunal pénal international pour le Congo soit mis en place. En fait, il ne sera jamais mis en place si les Congolais eux-mêmes ne se lèvent pas, ne s'organisent pas pour obliger les nations
à répondre à leurs attentes. Voilà donc ce que je recommanderais à nos concitoyens, par exemple, c'est de faire ce que Jean-Jacques disait, de se lever, de s'organiser nous-mêmes pour pouvoir eh bien, exiger de la communauté internationale de prendre considération de ce que nous voulons ou de ce que nous sommes en train de faire. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Je voulais demander à Jean-Jacques aussi, en date du 7 avril, le gouvernement rwandais en exil a organisé une commémoration. Vous étiez invité aussi. C'était pour tous les Rwandais sans distinction aucune. Et les différentes rétroactions reçues ont été très positives. Vous pensez que le gouvernement rwandais pourra faire pareil dans les prochaines années? À vous la parole, Jean-Jacques Bosco. Oui, merci d'abord à votre endroit, vous-même, madame, et également merci, monsieur l'abbé Thomas, de collaborer dans ce que je venais de dire à propos donc, de la souffrance des Rwandais. Pour la commémoration que le gouvernement rwandais en exil, dirigé par monsieur l'abbé Thomas Nahimana, et également dont vous faites corps et membre comme ministre, Madame Flora, je pense que ce fut une initiative noble. Donc, je pense que, donc, à l'exception des fous, personne d'autre ne pourrait donc s'en défaire ou ne pas adhérer. Ce fut une initiative noble. Vous m'avez invité, vous m'aviez convié à cette commémoration qui fut pratiquement ma première parce que je n'avais jamais eu la chance de commémorer avec les autres. J'en suis sorti renforcé et sinon donc réconforté. Il faut encore en faire même chaque année ou sinon une fois donc par an. Et alors, donc, et je dirais également que beaucoup de gens ont apprécié dans le sens que dans le passé, il y a eu toujours plusieurs, comment appelle-t-on, plusieurs dates de commémoration, le 6, le 7, le 8, le 27, que sais-je encore. Ça, c'est ce que j'appelle un désordre total. Il faut qu'un mort Hutu, un mort Tutsi, c'est pratiquement les morts et nous sommes tous rwandais. Maintenant, je suis canadien, mais bien sûr d'origine rwandaise. Je dis que je suis canadien légalement, cependant, j'ai des attaches de l'autre côté. Alors, je suis en train de me dire que, comme à l'époque, il y avait ce que j'appelle se lancer des pierres entre l'ethnie Tutsi ou les membres de l'ethnie Tutsi et de l'ethnie Hutu en disant c'est toi qui as tué ma famille, c'est toi et autres. Maintenant, ces deux composantes, plus les toi, ont déjà compris donc ce qui s'est passé sur eux, ce qui s'est abattu sur eux. C'est maintenant le temps, par contre, de commémorer ensemble et de commémorer tout le monde. Pourquoi? Parce que même au Rwanda, c'est le discours qui se fait et publiquement et en cachette. Alors, je pense que l'heure a sonné, je pense que le temps a sonné pour commémorer ensemble et je suis en train de penser que la raison pour laquelle Kigali ne l'a pas fait en 2021, c'est peut-être à cause de la pandémie, mais sinon, moi, je les vois aussi faire, et s'ils ne le font pas légalement, je pense que la force de la nature les feront bouger dans ce sens-là. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Maintenant, on demande à l'abbé Thomas Nahimana. Mettez le chapeau du président du gouvernement rwandais en exil. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas s'il faut mettre le chapeau pour répondre à ça, parce que tout à l'heure, vous étiez madame la journaliste, alors on préfère garder le rôle de débatteur. Là, on est en train de débattre. Alors, vous posez une question très importante, mais pour y répondre, je reviens sur l'expérience justement de ce que le gouvernement rwandais en exil a pu organiser la dernière fois, parce que j'avais constaté quelque chose. Et ce quelque chose, c'est que ensemble, Hutu et Tutsi, en train de commémorer leur mort et leur histoire, c'était, en tout cas, c'était saisissant. Pour moi, en tout cas, c'est une nouvelle expérience que j'ai vécue et j'ai considéré cela comme une révolution.
Et concrètement, je les voyais dire exactement, raconter sans filtre ce qu'ils ont vécu. Et ce qui m'a étonné, c'était que chacun, que ce soit un citoyen de, disons, d'ethnie Hutu ou Tutsi, ils racontaient ce qu'ils ont vécu et surtout ce dont ils ont été victimes ils ont été victimes des Indérame et des Ingotagni. Et c'était, j'allais dire, c'est amusant de voir cela, mais c'est pas amusant du tout. Mais c'est plutôt, ce n'est même pas bizarre, mais c'est la réalité de notre vie. Et exactement sur ce point, c'est là où je vois, je vais répondre à votre question. Le gouvernement du peuple rwandais en exil l'a fait et ça marche. Et je pense que le gouvernement va continuer à le faire et ça va marcher. Par contre, le gouvernement de Kigali ne peut pas le faire parce que c'est contre nature. C'est contre nature parce que son gouvernement s'est construit comme un pompier pyromane. Donc, il dit donner des solutions. Il lance le feu, il dit après donner la solution, mais c'est lui qui lance le feu. Concrètement, au Rwanda, il ne peut pas le faire parce qu'il ne fait pas se laisser accuser d'avoir commis ce génocide ou ces génocides, comme disent les autres. S'il est responsable des tueries contre les Tutsis, s'il est responsable des tueries contre les Hutus, il ne va pas permettre à ces gens de pouvoir le dire. Même aux Tutsis tout seul, à qui il avait donné une partie disons, de pouvoir faire la commémoration de l'heure, il les empêchait déjà de parler des morts qui, disons, de ceux qui ont été assassinés par le FPR lui-même. Il n'avait pas ce droit-là. Ou bien il se taisait, ou bien il disait que c'était les Indérame qui les avaient assassinés. Ce qui était faux déjà, ce qui n'était pas bien pour ceux qui... c'était une manipulation de la mémoire, tout simplement. Et là, justement, le gouvernement, il va se détruire s'il accepte de commémorer, de laisser tout le monde faire une commémoration qui n'est pas manipulée. Donc, ce n'est pas possible pour ce gouvernement-là. S'il accepte, c'est qu'il aura accepté de disparaître, tout simplement, parce que ce mensonge le rattrape. Et si, imaginez Paul Kagame est là, le 7 avril, il accepte que les Hutus disent qu'ils ont été assassinés par l'armée du FPR, que les Tutsis disent qu'en fait, les Indérame nous ont assassinés, mais vous aussi, ton armée nous a assassinés quand même. Et dites non. Est-ce que vous pouvez vous imaginer une situation comme ça, une seule seconde? Pour moi, donc, ce que le gouvernement du peuple rwandais en exil a commencé est une révolution. Et cette révolution, les Rwandais l'attendaient depuis longtemps. Ils attendaient de dire tout simplement la vérité sur ce qui s'est passé pour pouvoir vivre eux-mêmes et pouvoir se réconcilier et pouvoir penser à un avenir possible dans ce pays-là de cohabitation et de cohabitation pacifique. Je vous remercie. Oui, la population rwandaise commence à oser. Je ne sais pas si vous avez entendu dans les informations, juste les gens de Rulindo et à Chorongi, là, ils disaient clairement que les familles étaient tuées par les soldats de FPR. Je ne sais pas, ils commencent à dire, je pense que c'est une question de temps. Tout va sortir bientôt. Oui, c'était une entrée parenthèse. Je vais continuer à lire rapidement les messages. Après, on va continuer avec les dernières questions qui nous restent. Dans les messages, il y a Good Steven qui dit comment est-ce que vous interprétez le négationnisme qui est souvent utilisé par le régime en place pour vous mettre en accusation comme étant à la dernière étape pour exécution du génocide. Il y a un prince qui dit vous êtes quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer quand même. Ce n'est pas très clair le message, mais vous pouvez encore écrire votre message, prince. Il y a Dina qui dit mon Dieu, un tueur en série qui est soutenu par les grands de ce monde. Il y a Rwanda Betty qui dit mon Dieu, prends pitié de notre pays. Il y a Kazungu qui dit Monsieur Thomas, je sais que tu ne peux pas devenir président du Rwanda sans avoir l'appui de la communauté internationale.
toi et ton gouvernement, vous faites quoi pour y arriver? Je pense que il va te répondre, Kazungu. Il y a un Gaspard qui dit, qui répond à Good Citizen, qui dit question est de savoir, ou plutôt de dire, qui a planifié ce génocide. Simple et responsable policier, et c'est le CFPR qui en a profité. Je pense que c'est ce qu'il voulait dire. Il y a Dina qui dit que Dieu vous écoute et aide le Rwanda à avoir de bons dirigeants au plus vite. Il y a un Kazungu qui dit crier, 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 il en restera quelque chose. Il faut passer à l'autre étape, sinon on restera dans les mêmes histoires. Président, faites quelque chose qui fait progresser les choses. Il y a Good Citizen qui dit encore, ma position est que le FPR a commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, mais de là, affirmer que c'est le FPR qui a planifié le génocide contre les Tutsis, je trouve que c'est aller trop loin. Il y a un KM qui dit merci Jean-Jacques pour ta réponse, nous gardons l'espoir. Il y a Rwalinda qui dit la vérité finira pour triompher. Il y a un Good Citizen qui dit c'est quand même évident que le FPR a sacrifié les Tutsis pour prendre le pouvoir. Il y a Prince qui dit Dina, après toi, tu penses que les Rwandais on n'a pas de dirigeant. Son message est en kinyarwanda, je pense. Après. Il y a l'autre, c'est qui? Gaspard. Ils sont en train de se répondre entre eux. Il y a Sawa qui dit bravo à vous pour votre émission en français, mais faites-le souvent. Tout le monde éclairait l'opinion non rwandaphone pour que la vérité de l'énigme des génocides rwandais se sache. Il y a beaucoup de messages, je ne peux pas lire tout, mais je vais lire 2 ou 3 messages et puis pour continuer notre émission. Il y a encore Gaspard qui dit, nous avons un argument, merci, Kagame, le planificateur du génocide, est mort. Après avoir assassiné Kizito, son cadavre est devenu un grand problème au pays et à Gatsiko. Il y a Georges, Gaspard a donné beaucoup de messages. C'est bien, Gaspard, on te remercie beaucoup. Il y a Man Peace qui dit Padiri, vous êtes le meilleur et la façon dont vous faites tourner la tête de ces criminels de Kigali est magistrale. Je pense que c'est tout. Il y a d'autres messages et vous allez pouvoir les lire après l'émission. Vous pouvez juste répondre si vous avez des réponses à donner. On va passer à la prochaine question. Je vais toujours commencer à toi, Jean-Jacques. Il y a les gens qui continuent à se questionner sur l'absence du président Paul Kagame. C'est la 27e commémoration, pas comme les autres. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi ces changements? C'est à cause du Covid ou il y a quelque chose qui se cache derrière ça? À vous la parole, monsieur Jean-Jacques. Madame, je n'ai pas très bien saisi ou appréhendé votre question. Voudriez-vous répéter un petit peu? En fait, j'étais en train de vous dire que la commémoration, la 27e commémoration ne ressemble pas aux autres commémorations qui ont précédé. Est-ce que c'est parce que c'est à cause du Covid ou bien on parlait en même temps de la mort du président Paul Kagame? Est-ce que c'est en lien avec ça ou bien c'est à cause du Covid ou il y a quelque chose qui se cache derrière ça? Ben, à vous être honnête, et depuis 1994,
j'ai été traumatisé par une panoplie de traumas, tellement que je n'ai pas suivi annuellement ce qui se célébrait et au Rwanda et même au niveau de l'étranger à l'international. Par contre, ces derniers temps, comme on a emprisonné abusivement, sinon donc kidnappé Madame Ida Mangela, j'ai suivi un petit peu. Ce que j'ai vu, c'est que j'ai vu donc des images du président en compagnie de ce que j'ai vu comme Madame, et c'était tout. Et puis, donc, à travers tout le pays, c'était la calmie. Et je me suis dit que peut-être, et c'est à cause de la Covid, ça c'est ce que je me suis dit, mais en même temps, comme des échos circulent, et que donc même ben, d'autres dirigeants à travers peut-être ce que nous appelons les médias sociaux, on pouvait faire une chose grandiose parce que les moyens ne manquent pas à Kigali. Alors là, je pense que ma lecture est un peu mitigée, soit et le pays ne fonctionne plus, ou peut-être c'est à cause de la Covid, mais ici, par exemple, en Europe, les choses fonctionnent pas à 100%, des fois au ralenti, mais quand même, il y a des communications sincères et directes. Alors là, je ne dirais pas grand-chose. Peut-être monsieur l'abbé Thomas Naïmana, qui est en même temps politicien et président d'un parti, lui, il peut en savoir beaucoup plus. Là-dessus, je ne pense pas que je peux extrapoler plus que je n'ai dit suite à ce que donc je manque, disons, d'éléments matériels. Donc, je vous remercie. Oui, merci beaucoup pour votre franchise. On donne la parole à l'abbé Thomas Naïmana. Vous allez en profiter aussi pour répondre à certaines questions qui vous ont été posées dans le chat. À vous la parole. D'accord. Alors, concernant la commémoration de la 27e commémoration, qui n'est pas comme les autres, j'allais dire que cela fait au moins 3 ans que ça a commencé à changer en fait, qu'on a arrêté progressivement certaines choses parce que, à mon avis, le pouvoir a senti que la façon dont elle menait ces commémorations n'était plus adaptée parce que le pouvoir l'avait menée comme une entreprise commerciale depuis des années. À un certain moment, politiquement, les gens s'y intéressaient, et même des étrangers. Vous avez vu des visiteurs qui venaient de plusieurs pays, qui venaient soutenir le peuple rwandais à l'occasion de ces commémorations. Et depuis 5 ans, les pays voisins ne venaient plus parce qu'ils ont compris qu'il y avait quelque chose qui n'était pas clair dans la manière de mener ces commémorations, parce que le Rwanda, entre-temps, avait planifié de saboter les économies des autres pays quand ils avaient commencé à mentir. Je m'excuse. À tes souhaits. Bon, merci beaucoup. Donc, le Rwanda avait entrepris de saboter les économies de la région en disant qu'au Rwanda, les affaires allaient bien plus que dans d'autres pays. Et les autres pays avaient décidé aussi de boycotter certaines choses du Rwanda parce qu'ils savaient la situation au Rwanda. Ils savaient que le Rwanda était très fort en lobby. En lobby, qu'est-ce qu'ils mettaient dans les journaux? Tout était payé. Et maintenant, on a des preuves que tout était payé pour raconter, j'allais dire n'importe quoi, en tout cas pour mentir aux investisseurs, pour venir au Rwanda ou pour quitter les pays voisins, alors que la situation était tout autre à l'intérieur du pays. Donc, les pays voisins avaient entrepris aussi de boycotter ce phénomène-là, disons ces commémorations. Après, il y avait le mouvement interne aussi, le mouvement interne des gens, notamment des rescapés du génocide, qui n'étaient plus d'accord avec ce qui se faisait, notamment le fait de maltraiter, si j'ose dire, donc les restes des défunts qui étaient exposés dans les mémoriaux. Je dis maltraiter parce qu'il y a un phénomène que les gens n'ont pas supporté, c'est d'aller déterrer les gens qui étaient enterrés, déjà bien enterrés par leur famille, pour les amener, pour aller les exposer dans les mémoriaux. Ce fait n'était pas négocié avec les familles. Donc, il a été fait de force et ça a détruit beaucoup la confiance que les rescapés du génocide avaient dans le gouvernement.
Ça, c'est une première chose. D'ailleurs, le phénomène Madame Ida Mangué le montre très, très, très bien. Madame Ida Mangué a parlé ouvertement en disant qu'il y avait beaucoup d'injustices qui étaient commises contre les rescapés du génocide et qu'on ne comprenait plus ce que le gouvernement faisait. Et là, le gouvernement voyait que l'effet boomerang de ce qu'ils avaient organisé pendant des années allait venir. Et c'est en cours d'ailleurs, c'est en cours. Le phénomène Ida Mangué, c'est l'expression de cela en fait. Donc les rescapés du génocide, en tout cas, les ressortissants de l'ethnie Tutsi n'acceptent plus aveuglément ce que faisait le gouvernement du FPR, surtout contre eux. Ils n'osaient pas en parler, ils souffraient de l'intérieur seulement. Ils n'osaient même pas le dire tout haut. Et là, c'est fait. Donc, le gouvernement ne peut plus organiser comme ils l'ont fait dans le passé, et ce n'était pas possible. L'assassinat de Kizito Mihigo a été pour quelque chose, parce que c'est l'homme qui donnait du sens à ces commémorations pendant un certain nombre d'années. Et là, en l'assassinat, on vidait de tout son contenu les commémorations qu'on faisait. Donc, pour moi, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs raisons, notamment le fait que les étrangers ne s'y intéressent plus, le fait que les rescapés du génocide eux-mêmes considèrent cela comme une entreprise plutôt commerciale qui ne profite qu'à la famille de Paul Kagame et à ses amis, et puis qu'il y avait trop d'injustice. La deuxième chose, c'est l'absence même de Kagame qui vide tout et qui risque d'ailleurs, les commémorations risquaient de montrer cette absence qu'on voulait cacher. Et là, ça pouvait pas. On a essayé, malgré tout, de montrer qu'il était là, même si on a su que tout était trafiqué et qu'il y a même des gens qui commencent à parler ouvertement et à révéler ce qui était considéré comme secret, notamment dans les manigances qui entourent les commémorations de chaque année et qui entourent actuellement l'absence trop criante de Paul Kagame. C'est ce que je peux dire ici, cela. Donc, la commémoration, je pense que c'est la toute dernière. Il n'y en aura plus au Rwanda. Je peux prophétiser. L'année prochaine, il n'y en aura pas. En tout cas, pas selon la formule qu'on a connue dans le passé. Et quant à d'autres questions, je peux très rapidement répondre à deux questions. Le négationnisme, c'était le crime tel qu'il est défini dans la loi au Rwanda. Tout le monde a compris que c'était un crime qui était flou, qui était destiné seulement à casser les opposants. C'était un crime très, très facile à coller aux gens, qu'ils soient Tutsi, qu'ils soient Hutu. Du moment que vous avez une voix discordante, on vous colle ce crime et ça marche. Mais en fait, ça ne marche pas, puisque personne jusqu'à présent n'a été condamné sur ce crime. Personne, alors. Personne au Rwanda n'a été condamné sur ce crime. Donc, c'est un crime pour faire peur aux gens. On va voir si on va retenir contre Ida Mangué. Ça ne devrait en fait pas marcher. Moi, quand on m'a accusé de ça dans les journaux, dans la presse, j'ai dit, eh bien, attendez-moi, je viens à Kigali, vous pouvez m'accuser de tout ce que vous voulez, du négationnisme. De toute façon, j'arrive. Bon, évidemment, ils m'ont empêché d'arriver. À d'autres qu'on a arrêtés pour les accuser de ça, je vous dis, sauf si vous connaissez quelqu'un, en fait, il n'y a personne qui a été condamné sur ce crime, jusqu'à présent au moins. Quant à la communauté internationale, parce que il semble qu'il y a qui croient beaucoup à la communauté internationale, qui me dit, attention Thomas, toi, avec ton gouvernement, si vous n'êtes pas soutenu par la communauté internationale, vous n'allez pas y arriver. Je comprends parfaitement ce qu'il dit, mais non, de toute façon, tout le monde aime le mariage. On aime bien voir la mariée de tout blanc vêtue, et personne à son mal ne pense à ce qui s'est passé avant. À l'homme et à la femme qui ont passé une nuit à penser à faire un enfant, surtout quand elle est née, comment on s'en est occupé très difficilement à grandir. Mais c'est très facile de voir la mariée que de voir l'enfant, la jeune fille qu'on a passé du temps à éduquer. Pour nous et le gouvernement, on fait le nécessaire pour mettre au monde cette mariée. Le jour où elle sera là, et la communauté internationale va s'y intéresser. D'ailleurs, c'est la même chose pour les Kagame. Il y en a qui disent que la communauté internationale les a soutenus, mais ils les ont soutenus à partir de quel moment? À partir du moment où ils avaient fait le nécessaire pour se vendre sur le marché international, c'est tout. Et le travail, le gros du travail, c'est ce qui se fait avant que la communauté internationale ne remarque que vous êtes là. C'est ce que nous sommes en train de construire actuellement. Je pense que la communauté internationale sait déjà que nous sommes là. Après, on verra au moment du mariage. Mais le Rwanda n'est pas un îlot.
On ne peut pas dire, nous allons parler que du Rwanda, on ne fait rien au niveau diplomatique pour intéresser les autres. Il y a beaucoup de pays qui ont beaucoup d'intérêt sur le Rwanda. On ne peut pas les ignorer, ce n'est pas possible. On ne peut pas y arriver si on ne le fait pas. Donc, ayez confiance en nous, on y pense, on y travaille et on verra très bientôt. Ça va certainement porter des fruits. La dernière chose, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose en disant que dire que c'est le FPR et Kagame qui ont tout planifié, ce serait aller trop loin. Je pense qu'ils ont dit ça. Il y a quelqu'un qui a dit ça, vous l'avez lu dans le commentaire. Oui, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Moi, je vous affirme que Paul Kagame est le planificateur de tout. Je pense qu'il est le Rwandais, il est parmi les plus intelligents dans le sens entre guillemets. En tout cas, peut-être pas intelligent, mais stratège. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il est analphabète, il est très... Non, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça, Kagame n'est pas analphabète, il n'est pas illettré. Kagame, c'est quelqu'un qui est très, très intelligent, en fait. L'intelligence, ce n'est pas seulement faire des études universitaires. Il est très intelligent ou au moins il est très stratège. Le problème de Kagame, c'est qu'il utilise son pouvoir, disons, d'analyse stratégique dans le sens négatif pour détruire, alors qu'il aurait pu l'utiliser aussi pour construire. Mais sinon, il a éliminé tout le monde, il a éliminé tous les universitaires qui ont travaillé avec lui, il a éliminé tous les militaires qui étaient plus aptes que lui, il a réussi quand même à les éliminer. C'est là où je dis et à se maintenir jusqu'à présent. Il a fait fuir tout le monde, il est resté seul aux commandes. Alors cet homme est exceptionnel. C'est peut-être parce que, ne l'oubliez pas, au niveau de la tête du cerveau, il est constitué comme un tueur en série ou ce que Rudasingwa a dit de lui, mais de toute façon, il est stratège. Mais la stratégie, il l'utilise malheureusement dans le sens de la destruction, pour détruire ses compatriotes, pour détruire ses collaborateurs, pour détruire sa nation et pour détruire les nations voisines. Et c'est tout notre malheur, évidemment. Mais Kagame n'est pas bête. Kagame n'est pas bête du tout. Donc, il est capable de tout planifier, mais sera, disons, ne supprime pas ou bien les responsabilités des autres. Les autres qui ont participé au génocide, que ce soit les Interahamwe et les autres qui ont pu faire, disons, se laisser marcher ou être poussés à commettre des crimes, ils sont autant responsables que lui. Ils doivent répondre de leurs actes. Donc, ils ne sont pas... non, ils vont répondre de leurs actes. Qu'il ait planifié tout, mais les autres ont leur part de responsabilité aussi et ils doivent en répondre. Donc, merci. Merci beaucoup. Avant de donner la parole à Jean-Jacques pour voir s'il a quelque chose à ajouter, s'il se connaît dans le chat, il y a une question que j'aimerais que vous puissiez répondre, qui dit un instant, je vais vous la lire. Ça dit, c'est Good Citizen qui demande, Monsieur l'abbé, vous avez quand même commis une erreur politique d'avoir affirmé que le président Kagame est mort physiquement. Je pensais plutôt que vous auriez dû dire qu'il était mort politiquement. Qu'est-ce que vous... Vous pouvez lui répondre avant qu'on passe à autre chose. Un peu la parole. Bon. Par rapport à ce commentaire, ça aurait été peut-être je ne sais pas si c'est une erreur politique, puisqu'il dit que j'ai affirmé qu'il était mort physiquement, alors que j'aurais dû dire qu'il est mort politiquement. Donc, je dis merci quand même à cette personne que je ne connais pas, mais qui est là, qui est avec nous dans ce débat. Et le fait qu'il reconnaisse que Kagame est mort politiquement est déjà un pas. Il y a quelques mois, personne ne voulait croire en cela. Deuxième chose, la mort physique, j'attends de le revoir. Est-ce que lui, il l'a revu? J'affirme encore une fois, je recommets la même erreur politique d'après lui que Kagame est mort jusqu'à preuve du contraire. Et s'il est là, s'il se présente là physiquement, je serais peut-être le premier à dire que c'était une erreur, que Kagame était encore vivant physiquement, mais malheureusement, monsieur ou madame, Kagame, il est mort, il est vraiment mort. Vous ne le reverrez plus. Je pense qu'il est satisfait. Je ne sais pas si c'est une dame ou un monsieur. Je pense que la réponse est là vraiment
a une bonne réponse. Sinon, il peut nous envoyer une autre question, on va la répondre si l'émission n'est pas finie. Est-ce que, Jean-Jacques, vous avez quelque chose à ajouter sur les messages que nous avons lus dans le chat tantôt? Ah, d'accord. Madame la journaliste Flora Karenzi, oui. Bah, c'est juste à propos du crime de négationnisme et qui est dans la loi rwandaise. Bah, ce que je peux appeler, c'est que d'abord, il faut que les gens comprennent une chose, que les Hutus ou certains Hutus ou certains délinquants Hutus ou affolés Hutus aient commis le génocide des Tutsis n'exclut pas que donc les éléments du FPR qui sont allés au Congo et également au Biumba, à Biumba dans les années 90 n'aient pas non plus commis un génocide. Un génocide n'exclut pas un autre en aucun cas. Un point à la ligne. Par contre, ce que je peux dire, c'est que dans la législation canadienne, je pense que vous êtes canadienne, Madame Flora Karenzi, nous n'avons pas de crime du genre. Au Canada, si quelqu'un s'aventure et qui vous traduit ou vous accuse de négationnisme, ce n'est même pas un crime. Si vous écoutez, comment appelle-t-on? Vous niez le génocide des Juifs, ce n'est pas un crime dans la législation canadienne. Un pays peut donc s'aventurer de mettre comme crime dans leur législation n'importe quel crime. C'est juste ce que nous appelons, comment appelle-t-on, la volonté de ce gouvernement. Mais si un autre gouvernement y arrive le lendemain, tout cela va donc être donc caduque. Autrement dit, va être aboli et la nouvelle législation peut faire autre chose. Que les gens comprennent qu'il n'y a aucune loi figée. Les lois donc vieillissent selon le temps, selon le temps. Et c'est cela que je voulais donc apporter comme ajout. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Jacques, pour votre intervention. On est à la fin de notre émission. On a été suivi par c'est entre 150 et 200 personnes. Merci beaucoup pour votre temps. La dernière question avant qu'on se quitte, je voulais vous demander si vous avez un petit message à adresser aux Rwandais, aux autorités rwandaises ainsi qu'à la communauté internationale qui se montre indifférente. À vous la parole. On commence par toujours vous, Monsieur Jean-Jacques. Bon, alors, donc, vous dites que je devrais formuler un vœu à l'endroit de la communauté internationale qui se montre indifférente donc, face au malheur de Rwanda. C'est ça? Vous pouvez adresser un message aux Rwandais, aux autorités rwandaises et à la communauté internationale. Peut-être d'abord à la communauté internationale. Je pense que donc il est de leur devoir et donc d'intervenir sur ce qui se passe au Rwanda. Pourquoi? Parce que s'il y a donc la paix qui est perturbée ailleurs dans le monde, ça regarde le monde. Donc, un sapeur, quelqu'un qui sabote la paix dans un territoire, dans un pays, il sabote également la paix donc, du monde. Donc, il faudrait que l'international, soi-disant surtout les pays qui coopèrent avec le Rwandais, qui puissent donc regarder avec un œil vigilant que les dons qui sont donnés au Rwanda sont utilisés pour faire ce que nous appelons donc une mafia criminelle, surtout contre leurs opposants à l'étranger et aussi à l'intérieur du pays. Ça, c'est vraiment très fort. Par contre, pour le peuple rwandais, le peuple congolais, et donc qui vient de passer des années, plus de 20 ans d'années, non, de 30 ans d'années de souffrance, et à cause des crimes, à cause des maux, et donc infligés par les guerres meurtrières incessantes et surtout donc perpétrées par les mauvais dirigeants, eh ben, je leur dirais que libérez-vous. Voilà, donc ça c'est pratiquement un résumé, mon message donc de fin. Et voilà. Merci beaucoup.
C'est quoi votre message? Je vous donne la parole. Bon, merci beaucoup. À l'endroit de la communauté internationale, Mhm, je pourrais appeler, en tant que aussi président du gouvernement du peuple rwandais en exil, mhm, à donner crédit à ce que dit Théogène Rudasingwa en ce qui concerne la santé mentale du président rwandais, au moins dans le passé, pas le passé. Parce que la façon de faire de la politique au Rwanda n'est pas une façon comme ailleurs. Il a pu démontrer qu'il ne se faisait que de la criminalité organisée, même au niveau des représentations diplomatiques du Rwanda, qui étaient des bases arrières de crimes. Et ça, c'est un ancien diplôme, c'est un ancien chef de cabinet du président qui le dit, c'est un secrétaire général du FPR qui le dit, c'est un ambassadeur aux États-Unis qui le dit. Moi, j'ai considéré que Théogène Rudasingwa avait pourtant dit ouvertement le mal rwandais par rapport à son président. mhm, Après, ce qui m'intéresse dans la communauté internationale, c'est surtout la région les pays qui entourent le Rwanda, qui sont limitrophes, notamment la RDC, le Burundi, la Tanzanie et l'Ouganda, qui, qui devraient actuellement, plus que dans le passé, considérer que le peuple rwandais a besoin d'eux pour pouvoir changer de régime, pour pouvoir euh, profiter, ou plutôt avoir un nouveau régime, une nouvelle génération de dirigeants de ce pays pour contribuer à construire la paix dans la région. Donc, franchement, je dis au président du Burundi, à la nouvelle présidente de la Tanzanie, au président de l'Ouganda et au président congolais de tenir compte de notre présence aussi et de pouvoir nous donner la chance de discuter avec eux pour penser à l'avenir, puisque avec le régime de Kagame, ce régime, il est mourant, mais il peut encore commettre, il a une capacité de nuisance énorme. Il peut partir, mais en détruisant et le Rwanda et les pays voisins. Ils sont capables encore de commettre beaucoup de mal à la région. Quant au peuple rwandais, je leur demande de soutenir le gouvernement du peuple rwandais en exil et l'opposition en général, pour que nous puissions pouvoir gérer correctement l'après-Kagame qui a commencé. Je vous remercie. merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier, à vous deux, pour votre temps. Je vous remercie sincèrement du fond de mon cœur. Je sais que vous avez beaucoup d'autres tâches, mais quand il s'agit du bien de la population rwandaise, vous vous oubliez. Merci beaucoup. On va terminer notre émission avec la chanson de Nyangezi Masabo. Une petite note, madame, c'était pour vous remercier d'avoir organisé ce débat et surtout, puisque vous faites beaucoup de choses actuellement, vous êtes une femme forte et je vous demande vraiment de continuer à organiser des débats comme ça, d'inviter d'autres personnalités de la société civile et d'hommes politiques pour pouvoir discuter, non pas seulement en Kinyarwanda comme nous avons la mauvaise habitude de le faire, mais aussi de parler dans d'autres langues, en français et en anglais aussi. Ce serait intéressant. J'en profite d'ailleurs pour dire que vous nous l'avez dit, de toute façon, ce n'est pas un secret. C'est la première fois que nous faisons un débat comme ça, mais on reviendra avec Jean-Jacques. Et si d'autres sont intéressés aussi, ils peuvent venir et ce ne sera que du bonheur. Merci. Oui, je voulais aussi Merci, madame. Donc, si vous le permettez, je peux également ajouter, sinon abonder dans le même sens. Bon, que les Rwandais puissent arrêter seulement de monologuer dans leur langue maternelle. Personne n'est pas intéressé, surtout en Occident, de ce qu'ils disent. Pourquoi? Parce que quand ils font des débats, ils font des émissions, toutes presque les radios, je suis en train de recenser plus ou moins une vingtaine et qui sont ici dans la diaspora n'émettent que dans leur langue locale vernaculaire, la langue du pays. Ben moi, je leur dirais que pourquoi pas ne pas faire des débats, des émissions en français, en anglais, en néerlandais, en allemand, en swahili, et en chiluba, pourquoi pas en shona. Les Rwandais ont cette mentalité de penser qu'ils ont un accent quand ils parlent une langue étrangère. Ben, tout de même, c'est une langue étrangère.
Personne ne va donc ne va se moquer de vous parce que vous avez parlé en français avec un accent. Moi, je parle au Kinyarwanda avec un accent d'Ikirere. Ben, j'en suis fier. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'étais en train d'insister sur cela. En fait, j'invite à tout le monde vraiment qui est intéressé à venir participer à ce genre d'émission. Vraiment, osez, venez. On ne va pas se moquer de vous parce que ce n'est pas votre langue maternelle. Essayez. Donc, l'essentiel, c'est que vous allez passer le message et les gens vont vous comprendre. S'il y a des questions, ils vont vous poser des questions, mais n'hésitez pas. Venez vraiment nous aider, nous encourager. Je pense qu'on devrait parler aux étrangers qui n'écoutent pas notre langue maternelle. Merci beaucoup. On va terminer avec la chanson de Nyangezi Masabo. Je remercie parce qu'il a accepté qu'on utilise ces chansons. C'est vraiment apprécié. Merci. Bonne soirée à vous deux. À la prochaine. À la prochaine, madame. J'ai sillonné les pays du soleil, j'ai traversé les déserts et les mers, Kinshasa, Abidjan, Dar es Salaam, le vrai baptême de mort et de vie, les portes de l'absurde.